Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on est accompagné du docteur Camille Liners, qui est donc biologiste, docteur en biochimie, chimie alimentaire et microbiologie. Bonjour, docteur Liners. Bonjour. Aujourd'hui, déjà, merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, sur ce webinaire, on va parler donc de maladies auto-immunes. On verra un peu l'importance de la prise en compte des hypersensibilités alimentaires. Donc vous, docteur Liners, vous êtes spécialisé dans le domaine de l'immunologie et donc surtout dans le domaine des hypersensibilités alimentaires. Et vous êtes également président du groupe d'experts internationaux ImuPro, avec qui on fait également ce webinaire. Est-ce qu'éventuellement, vous pourriez nous dire deux mots peut-être sur ImuPro en attendant que tout le monde nous rejoigne aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc, merci. Donc, ImuPro, en fait, c'est un test, en fait, c'est plus qu'un test, c'est un concept d'hypersensibilité alimentaire, c'est-à-dire on va doser des anticorps IgG spécifiques qui sont dirigés contre jusqu'à 270 aliments. Si vous présentez des IgG contre des aliments et vous le consommez, donc dans la plupart des cas, vous allez générer une inflammation. Et puisque vous mangez plus ou moins chaque jour la même chose ou en semaine la même chose, vous allez donc déclencher une réaction inflammatoire chronique, ce qui va donc perturber votre santé à long terme. Ok. Avec le résultat, donc vous recevez un résultat détaillé des IgG présents, mais aussi tout un concept, comment faire la prise en charge, comment éviter ces aliments-là et comment donc améliorer votre santé. Si jamais donc le rapport est très complet, je dirais qu'il couvre 90%, 95% de toutes les questions que vous pourriez vous poser sur un test pareil. Mais si jamais vous avez encore des soucis ou d'autres questions, ben, on a un standard avec des spécialistes, des nutritionnistes qui peuvent encore vous conseiller en supplément si jamais il y a un problème. Merci pour cette petite introduction. Mais je pense que vous allez en reparler un petit peu plus donc à la troisième partie de la présentation, rentrer un petit peu plus dans le détail de ces tests que propose ImuPro. En premier lieu, vous allez d'abord nous introduire un petit peu les maladies auto-immunes, les hypersensibilités alimentaires, quelles en sont les causes, et puis ensuite avec des petits cas pratiques sur différentes maladies auto-immunes. On a 1 heure ensemble aujourd'hui, 15 minutes à la fin sont réservées pour toutes vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à les poser dans la rubrique questions qui se retrouve en bas à droite de votre écran. On a également Emma qui est modérateur avec nous chez Compliment et qui du coup pourra répondre à toutes vos petites questions dans le chat s'il y a des problèmes sur les fonctionnalités par exemple de Livestorm. Donc, n'hésitez pas à interagir tout au long du webinaire. Le replay ensuite sera disponible depuis la plateforme Compliment Pro. Donc, pour ceux qui ne sont pas inscrits, on vous partage aussi le lien dans le chat. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole au docteur Liners qui va pouvoir peut-être brièvement se présenter et après rentrer dans le vif du sujet. Merci. Donc, de donner la possibilité de faire cette présentation aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez, je m'appelle Dr. Camille Nurse, je suis biologiste. En fait, quand j'ai retrouvé ces thèses-là, ça a personnellement changé complètement ma vie, au niveau personnel, au niveau de ma santé, mais aussi au niveau de ma vue sur la médecine. Et voilà, donc c'est un peu ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. Comme Solène l'avait dit, je suis aussi le président du groupe scientifique ImuPro et je fais des conférences au niveau mondial, justement pour promouvoir ce test et informer les gens aux bienfaits de ce test. Est-ce qu'on pourra peut-être télécharger la présentation? Oui, 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 tout ça sera disponible. Ouais. Ah oui, je vais vous la mettre tout de suite. Hop là. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler des maladies auto-immunes et des hypersensibilités alimentaires. Le problème au niveau du cabinet, c'est souvent qu'on ne sait pas quel outil à utiliser, quel outil diagnostique à utiliser si un patient se présente avec des problèmes probablement alimentaires. Donc, hors des problèmes toxiques, donc des intoxications de l'environnement, il y a principalement 3 types d'effets néfastes des aliments. Le premier, c'est l'allergie classique de type 1, médiée par les IgE.
ça c'est plutôt bien connu. Puis il y a les déficiences enzymatiques, donc les intolérances au lactose ou au fructose. Et troisièmement, il y a les allergies de type 3 qui sont médiées par des IgG. Souvent, le même symptôme peut se cacher derrière un de ces trois processus. Donc, le guide pour utiliser le bon test, en fait, c'est une petite anamnèse et c'est plutôt la question qui est à poser, c'est quand est-ce que les réactions apparaissent? Est-ce que c'est une réaction immédiate après ingestion, c'est-à-dire après 30 secondes, mais pas plus tard que 30 minutes? Dans ce cas-là, donc, il s'agit probablement d'une allergie de type 1, IgE. Généralement, donc, c'est des types plus aigus, plus prononcés. Donc, si vous mordez dans une pomme et que 2 minutes plus tard, vous avez les gencives qui se gonflent et que la peau commence à se démangeaiser, donc c'est plutôt une allergie de type 1 et donc des tests IgE qu'il faut préférer. Si le symptôme ne s'installe pas avant 30 minutes et pas plus tard que 2 heures après ingestion et que c'est principalement des symptômes gastro-intestinaux, donc des ballonnements, de diarrhée, là on est le plus souvent donc en face d'une déficience enzymatique, soit une intolérance au lactose, fructose ou histamine. Et puis, il y a les allergies de type 3 à IgG. Mais là, ce sont des réactions retardées. Donc là, les réactions ne s'installent pas avant 2 à 3 heures, mais ça peut aussi durer jusqu'à 3 jours. Donc, souvent, comme dans mon cas, par exemple, avec le gluten, j'ai du mal après 1 jour et demi. Donc, quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre de choses, il ne fait jamais le rapport entre l'aliment et ses problèmes de santé. Donc, on est plutôt dans les maladies chroniques. Et là, ce n'est que le test IgG qui peut vous mener à trouver l'origine. C'est ça. Alors, comment les IgG fonctionnent? En fait, en rouge, vous voyez les antigènes, ça peut être des aliments, ça peut être des agents infectieux. Et le bleu, en Y, là, c'est les anticorps. La phase Y, ici, les 2 bras, c'est là la région spécifique de l'anticorps. C'est cette région-là qui reconnaît l'antigène. Donc, quand il le reconnaît, il va se fixer dessus, il va faire des complexes humains. Ça peut être des mono-agrégats, ça peut être des plus grands agrégats. L'important, c'est qu'en se fixant sur l'antigène, l'anticorps va changer sa partie constante. C'est-à-dire, il va être reconnu par les phagocytes. Il faut savoir que les phagocytes, les neutrophiles, en fait, ils sont aveugles. Donc, ils ne vont pas s'attaquer aux antigènes si ceux-là ne sont pas marqués. Et ce marquage, on l'appelle opsonisation. Et c'est très, très important donc, dans le départ d'une inflammation, une réaction inflammatoire, qu'il y a cette activation. Puis, il y a les récepteurs d'IgG sur le neutrophile qui va donc reconnaître l'anticorps légèrement modifié, il va le fixer et il va commencer à ingérer le complexe humain et à le détruire. En même temps, donc, il va activer le complément qui va être nécessaire pour induire, contrôler et terminer la réaction inflammatoire. En plus, il va attirer d'autres phagocytes pour justement donc combattre ces complexes humains. Ceci se passe bien sûr avec des agents infectieux, mais aussi avec les aliments, si l'anticorps va reconnaître l'aliment. Et c'est là où j'aime bien les mots « vrai ennemi » ou « faux ennemi ». Les vrais ennemis, effectivement, donc c'est les agents infectieux, parce qu'ils peuvent se multiplier dans notre organisme et peuvent infecter les cellules et détruire les cellules. Donc, dans ce cas-là, ces anticorps sont protectrices, donc il y a une réaction inflammatoire protectrice, c'est une réaction inflammatoire spontanée, en tout cas, donc, pour la plupart des virus ou des agents infectieux qu'on rencontre ou dont on a des anticorps, c'est plutôt des contacts plutôt occasionnels, donc plus rares. Et donc, cette réponse immunitaire va renforcer notre réponse immunitaire globale. C'est tout à fait différent quand il s'agit d'un aliment.
Là, donc, on a un contact régulier, donc on mange plus ou moins les mêmes aliments pendant une semaine, donc il faut juste regarder le petit déjeuner, donc là, il y a toujours plus ou moins les mêmes aliments qui sont consommés, et donc, on va constamment donc créer une réaction inflammatoire. Et cette réaction inflammatoire, elle est complètement inutile, parce que l'aliment ne peut pas se multiplier, elle ne peut pas pénétrer les cellules, ils ne peuvent pas détruire les cellules. Donc, c'est complètement inutile de charger notre système immunitaire avec des telles missions. Donc, on va avoir une réaction inflammatoire chronique qui, à long terme, va affaiblir la réponse immunitaire contre les vrais ennemis. On peut comparer avec une armée qui doit se battre sur plusieurs fronts en même temps. Le risque de faillir sur l'un ou l'autre front, il est beaucoup plus grand que s'ils peuvent donc concentrer les armées sur un front seulement. Donc, et en fait, c'est ce qu'on voit chez les patients aussi. Ceux qui respectent un régime alimentaire IgG, ils sont très rarement malades, ils sont beaucoup plus résistants aux agents infectieux classiques. Voilà, comment on développe une allergie alimentaire retardée? Bien sûr, tout se passe au niveau de l'intestin, de la barrière intestinale, qui souvent, à cause de dysbiose ou d'autres effets, est devenue perméable, et donc des protéines non digérées ou mal digérées vont pénétrer cette barrière intestinale et se retrouver dans la circulation sanguine. C'est là où les cellules immunitaires vont agir et vont donc produire des anticorps IgG, en l'occurrence, qui, à la suite, vont se coller sur ces aliments et produire donc des complexes humains circulants. Donc, comme détaillé dans les diapos précédentes, ça va nous attirer des cellules phagocytaires qui vont essayer de détruire ce complexe humain. Cela peut se produire en circulation sanguine, comme dans la troisième image. Dans ce cas-là, donc il n'y a pas de dégâts tissulaires. En général, les gens se sentent un peu plus fatigués, un peu plus, pas en bonne forme, mais sinon, il n'y a pas grand-chose qui se manifeste à ce niveau-là. Si par contre, le complexe humain il est fixé à une paroi tissulaire qui a été endommagé ou sensibilisé auparavant, soit par une infection ou par un traumatisme ou autre chose. Donc, le complexe humain sera détruit localement. Et cette destruction localement va toujours engendrer aussi une réaction au niveau du tissu, donc il va endommager le tissu, et à long terme, on va avoir donc des symptômes spécifiques. Les symptômes de maladies spécifiques sont par exemple Hashimoto, un côlon irritable, des maladies de l'intestin inflammé, des migraines, des douleurs articulaires, tous les types de maladies auto-immunes, fibromyalgie, asthme et un plein d'autres. Par contre, les symptômes systémiques, c'est-à-dire sans adhésion au tissu, dépendamment de votre prédisposition génétique, ça peut provoquer une hypertension artérielle, un syndrome métabolique, ça peut contribuer à l'obésité, à la carence en fer, l'installation d'un diabète de type 2, dépression ou faiblesse générale. Bon, quand on parle de maladies auto-immunes, en général, donc on estime que le système immunitaire de l'organisme déclenche une réaction inflammatoire avec une immunisation caractérisée envers ces antigènes de soi non modifiés, donc d'origine, et donc vont contribuer donc au développement de la maladie auto-immune. Il y a plus ou moins entre 80 et 100 maladies auto-immunes déclarées aujourd'hui. Le nombre ne cesse pas d'augmenter, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a principalement des femmes, donc 85% des sujets avec des maladies auto-immunes sont des femmes. Et les maladies auto-immunes ont tendance à courir dans les familles, c'est-à-dire on peut estimer qu'il y a une prédisposition génétique. Quelques-unes sont très bien décrites, par exemple la maladie cœliaque, donc il y a des mutations sur l'HLA-DQ2 ou DQ8. Pour la polyarthrite rhumatoïde, c'est l'HLA-DR4.
le diabète type 1, HLA-DR3, le lupus, pareil, DR3, DR2, Sjögren aussi DR3, et la spondylarthrite ankylosante, c'est l'HLA-B27. Toutes ces mutations ne sont que des prédispositions à l'acquisition de maladies. Donc, d'autres facteurs sont nécessaires pour déclencher la maladie. On le voit bien, la maladie cœliaque, on peut avoir un HLA-DQ2, DQ8, mais si on ne mange pas du gluten, on ne va pas avoir une maladie cœliaque. Donc, il y a des facteurs externes qui jouent un rôle important. Et donc, le gène tout seul n'est pas suffisant. Quelles sont les causes? Bon, en général, si vous regardez la littérature, les causes ne sont généralement pas connues. Donc, mais on attribue quand même plusieurs facteurs qui peuvent contribuer donc à ces maladies auto-immunes, dont des facteurs environnementaux, donc la pollution par exemple, les métaux lourds, les infections, les hyperperméabilités intestinales, certains médicaments, le stress et aussi donc des réactions adverses alimentaires, dont la plus connue, bien sûr, est le gluten. Mais je vous pose la question, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que si vous regardez un petit peu quelles sont les cibles des anticorps auto-humains, ben, Hashimoto, c'est la TPO, l'anti-TPO. Dans le lupus, c'est l'ADN, c'est des histones, des ribosomes, donc tous des petits trucs autour de l'ADN. Dans le Sjögren, c'est aussi des facteurs antinucléaires, ainsi que pour le Wegener et pour la vasculite. Mais où est-ce que se trouvent ces cibles? Eh ben, ces cibles se trouvent toutes au niveau intracellulaire. Donc, c'est-à-dire un anticorps ne peut pas pénétrer une cellule. Donc si vous avez des anti-TPO, ce n'est pas les anticorps anti-TPO qui vont créer la maladie, parce que les anti-TPO ne peuvent pas pénétrer la cellule thyroïdienne et attaquer la TPO. Donc, il faut que cette TPO soit extrait de la cellule thyroïdienne pour qu'il y ait présentation ou production d'anticorps. Donc, les questions, pourquoi le système immunitaire devrait-il produire des anticorps contre des structures intracellulaires? Donc, ce n'est pas clair du tout. Les structures intracellulaires ne sont pas accessibles au système immunitaire, sauf qu'il y a une perturbation incontrôlée de l'intégrité de la cellule. Donc, la question à se poser, c'est quelles sont ces causes de cette perturbation cellulaire? Une qui est définitivement reconnue, c'est les virus. Donc, c'est les infections virales qui peuvent donc effectivement avoir un effet néfaste sur les cellules, donc c'est bien connu, et on les met en relation avec, par exemple, l'arthrite rhumatoïde ou l'hypothyroïdie type Hashimoto. Donc, sur une publication de Vojdani, il a regroupé, donc il a fait une recherche de littérature où il a pu trouver donc plusieurs agents infectieux qui peuvent être à la source de ce problème. Un autre, c'est bien sûr l'hyperperméabilité intestinale. Là, encore une fois, des infections, des dysbioses, des candidoses, des antibiotiques, des drogues, des stress, des exercices excessifs, donc en sport, qui créent une hypoxie, des métaux lourds et bien sûr une nutrition inappropriée peuvent donc être à la source d'une hyperperméabilité intestinale. Et là, donc, il y a une étude hyper intéressante qui a été faite en Allemagne. Donc, c'est une endomicroscopie cofocale. Dans ce cas-là, donc, on a injecté une substance fluorescente dans le sang. Et puis, donc, on a fait une gastroscopie et on a injecté des extraits alimentaires. En fait, il s'agissait donc de patients avec un côlon irritable et on a sélectionné une demi-douzaine d'aliments ou d'extraits alimentaires différents qu'on a injectés. Et donc, ce qu'on a vu, en fait, c'est au bout de 5 à 15 minutes après l'injection, les jonctions serrées se sont ouvertes et le liquide fluorescent a été s'est écoulé dans le lumen intestinal. Et donc, c'était la preuve que, effectivement, un aliment dont on est intolérant peut agir au niveau de la barrière intestinale et conduire à une perméabilité intestinale augmentée.
Donc, l'aliment en soi déjà est très, très important et il faut l'identifier, il faut l'éviter. Donc, après, donc, il y aura deux théories. Donc, comment ces anticorps alimentaires ou auto-humains peuvent agir sur la maladie. Eh bien, la première, c'est ce qu'on appelle antigène mimicry. Donc, antigène mimicry veut dire qu'un anticorps euh, 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 produit contre un aliment peut aussi reconnaître des épitopes au niveau tissulaire. Donc, ça veut dire qu'il y a des homologies dans la séquence peptidique de certains aliments et certains tissus alimentaires. Pour que l'indigémimicrie soit effectivement active ou responsable, il faut que l'antigène tissulaire soit sur la surface du tissu. Donc, par exemple, ici, sur une myéline, donc vous avez ici un antigène qui est à la surface et l'anticorps qui a été produit contre l'aliment peut le reconnaître, peut se fixer dessus et faire donc des dégâts de sorte inflammatoire. Et ceci, donc, c'est vrai pour la glycoprotéine de la myéline, d'oligodendrocyte, donc dans le développement de la sclérose en plaques, par exemple, les cellules ILO du pancréas dans le diabète de type 1, mais aussi l'aquaporine 4 pour les uvéites. La deuxième possibilité, donc, c'est la destruction active de l'intégrité cellulaire. Dans ce cas-là, vous avez donc une sensibilisation initiale, soit par un traumatisme ou par des virus ou par autres conditions, donc de la cellule qui a été activée. Et les complexes humains formés avec des aliments vont se fixer sur ce tissu-là. Et en conséquence, donc, vont être détruits localement et conduisent à la rupture cellulaire et à la libération des composants intracellulaires qui induisent alors à la production d'anticorps auto-immunes. Donc, l'anticorps auto-immune sont seulement des marqueurs d'une maladie et pas nécessairement la cause. Et ceci, donc, on va le voir un peu plus tard. Mais d'abord, un premier cas que j'ai eu de notre collègue, le professeur Gabriel Ion, elle est pédiatre en Roumanie. Et elle a vu un patient donc, qui est venu à l'âge de 5 ans avec une polyurie, polydipsie. Et donc, après l'analyse, on s'est aperçu qu'il avait une hyperglycémie énorme et avec déjà une acédose métabolique, un HbA1 de 11,7%, une glycosurie au-dessus de 1000, pardon, et des anticorps anti-GAD. Donc, c'est des anticorps justement donc, qui sont responsables du diabète 1, type 1. Donc, ce qu'on a fait, donc, il était hospitalisé et on a essayé de le traiter donc, avec de l'insuline IV et subcutanée. Donc, avec des insulines qui ont une activité plus longue et une activité plus courte. Voici, vous voyez les courbes de sa glycémie. Donc, c'était le 13 mars au début, 12 mars. Et donc, c'était au début quand il a été hospitalisé. Et vous voyez qu'il a des pics énormes jusqu'à 300 mg de glucose par décilitre. Et quelques heures plus tard, il est tombé à 65. Et puis, ça a été remonté. Donc, c'était des collines et des vallées en permanence, donc pas du tout bien maîtrisé. 9 avril, donc même après un mois, c'était pas du tout maîtrisé. Donc là, il passait même en dessous de la barre de 65 et au-dessus de la barre de 300. Donc c'était un diabète absolument non maîtrisé. La doctoresse, donc Gabriela Ion, a fait faire un test d'Imupro en fin mars, ce qui a montré beaucoup de réactions, donc 115 réactions. En fait, c'est normal si vous avez un leaky gut, si vous avez une réactivité au gluten, au laitage et tout ça, donc c'est plus ou moins normal que vous avez des réactions supplémentaires qui vont apparaître. Ici, vous voyez le tableau, c'est en roumain, mais je peux vous le dire, c'est tous des produits lactés, donc tous des produits issus de lait, principalement de lait de vache. Donc là, c'est le lait de vache en deuxième ligne, pardon.
Et même sur alumi, donc qui est un fromage dont le lait a été cuit pendant 90 minutes, il avait des anticorps. Donc, c'était des anticorps qui étaient résistants à la chaleur et très effectifs en fait. Donc, son régime constituait donc à enlever tous les laitages, le gluten, l'œuf, l'ail, et tous les autres aliments, parce qu'il fallait le nourrir, ont été mis en rotation. Et là, vous voyez l'évolution de son taux de glucose. Donc, ici, il était sous insuline. Et là, donc, en avril, donc, on a commencé à faire un régime ImuPro. Et vous voyez que les maxima donc, de son taux de glycémie a dramatiquement baissé jusqu'à 180. Et même des personnes en bonne santé peuvent avoir des taux pareils après un repas copieux. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est effectivement que dans le même temps, on a quasiment pu donc arrêter le traitement de l'insuline. Donc là, c'est Humolac, c'est l'insuline rapide, donc il a été complètement aboli en mois de juillet, et l'utilisation de l'Evemir, qui est l'insuline retardée. Donc, on a pu donc limiter l'utilisation à un quart par rapport au mois de mars. Donc, on voit clairement que ImuPro, là, a considérablement aidé le patient à maîtriser son diabète de type 1. Là, encore une fois, vous voyez l'évolution de sa glycémie pendant le jour. En haut, au début, quand il a été hospitalisé, ou même après un mois d'hospitalisation, et ici après, donc, quasiment un mois de régime alimentaire IgG, eh ben, il n'a plus passé la barre de 180, il n'a plus passé la barre de 65, et ceci de façon répétée, donc sur 10 jours ou 20 jours, où elle a été démontrée. Et même après 9 jours, donc ici c'est le 10 mai, en bas c'est le 19 mai, donc sa glycémie s'est complètement normalisée. Et voilà, et pourquoi? Ben parce que le lait de vache et les gluten, ils ont des réactions croisées justement avec la GAT65, donc qui est l'anticorps ou l'antigène principal pour le diabète de type 1, mais aussi donc, sur les selles d'îlot du pancréas. Donc, on a des réactions croisées là-dessus. Et donc, le retrait de ces aliments a donc contribué à une nette amélioration de la pathologie. Si on regarde le gluten, la maladie cœliaque et surtout la maladie, la sensibilité au gluten non cœliaque, eh ben, dans la littérature, vous trouvez quasiment toutes les maladies auto-immunes décrites qui sont en relation avec ou peuvent constituer une complication de la maladie cœliaque. Et donc, Aristo Vojdani a fait une étude parce qu'il avait observé qu'il y a un sous-groupe de patients atteints de la maladie cœliaque qui continuent à présenter des symptômes et des anticorps, même si un régime strict sans gluten est suivi. Donc la question était, est-ce que c'est une non-conformité, donc est-ce qu'ils trichent? Est-ce qu'ils mangent des aliments qui ont été contaminés, ou est-ce que c'est une réactivité croisée de l'anticorps? Donc, ils ont utilisé donc, des anticorps polyclonaux et monoclonaux d'antigliadine et ils les ont mis en contact avec d'autres aliments et des extraits tissulaires humains. Et voilà ce qui... bon, et donc, on a retrouvé une réactivité immunitaire significative contre le lait de vache, le chocolat au lait, la butyrophiline du lait, la protéine du lactosérum, la caséine, la levure, l'avoine, le blé, le millet, le riz et le café instantané. Et ce qui est encore plus grave, en fait, c'est toutes ces réactivités croisées avec des épitopes tissulaires, donc entre autres le GAD65, les hépatocytes, les surrénales, la protéine basique de la myéline, donc dans la maladie de sclérose en plaques,
des ostéocytes, et ainsi de suite. Donc, je vous laisse lire, et bien sûr aussi la peroxydase thyroïdienne. Et là, vous voyez un petit peu les intensités. Donc, la barre de gauche, c'est l'antigliadine elle-même. Mais vous voyez, pour la caséine et le lait, la casomorphine, ici, c'est la levure, mais aussi contre le maïs et les millets, il y a quand même des réactions significatives, des réactions croisées du gluten contre ces aliments. Pareil, ici, vous voyez les différents tissus. Et donc là, encore une fois, le GAT65, les ostéocytes, les hépatocytes, les gangliosides, donc la myeline basic protéine. Donc, c'est pas négligeable du tout. Et donc, compte tenu de cette réactivité modérée de l'antigliadine à certains antigènes tusculaires, il reste discutable si seulement ces réactions croisées peuvent être responsables de toutes les maladies auto-immunes, ou sinon donc la fixation elle-même des complexes humains alimentaires sur les tissus contribue à la destruction active de l'intégrité tissulaire conduisant à la maladie auto-immune. En tout cas, dans les maladies actuelles, je crois que les deux processus sont présents en même temps et en retirant un d'eux, notamment les aliments, on peut avoir des améliorations significatives. Encore un petit peu de théorie. La découverte des TH17, vraiment, c'est un changement de paradigme. Auparavant, on pensait que les stimuli immunitaires étaient principalement donc caractérisés par l'équilibre TH1-TH2. Donc, soit vous étiez plus basculé vers le TH2, donc c'était des allergies, ou bien vers TH1, donc vous avez des risques d'atteindre des maladies auto-immunes. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas si simple que ça et que les réactions TH2 sont plutôt donc ou restent donc limitées aux réactions allergiques type IgG4. Donc, petite parenthèse, il y a 4 types d'IgG, IgG 1, 2, 3 et 4. L'IgG 4 est pas inflammatoire, c'est anti-inflammatoire, donc c'est plutôt protecteur et c'est à cause de cette particularité que les allergologues disent que le dosage d'IgG n'est pas adapté pour détecter une allergie. C'est vrai pour l'allergie de type 1, mais les autres types d'anticorps, c'est-à-dire des anticorps IgG 1, 2 et 3, et c'est ce que nous testons dans ImuPro, ben ceux-ci, ils sont pro-inflammatoires. Donc, les propriétés des TH17, c'est des cellules T naïves qui se différencient qu'après contact avec l'antigène. Il expresse une action chimiotactique, c'est-à-dire il attire des granulocytes, des monocytes, mais pas des éosinophiles. Il travaille en concert avec TNF-alpha et et IL-1, donc des interleukines issues de la réaction TH1. Et surtout, il stimule la production d'anticorps IgG pro-inflammatoires. Donc ça, c'est très, très important. Maintenant, comment on peut expliquer donc les aliments et la contribution des aliments dans les maladies auto-immunes? Ben, tout d'abord, il vous faut une activation d'un tissu, donc soit par infection, traumatisme. Donc, vous allez activer les TH1 et les TH17 qui vont attirer des granulocytes qui veulent, eux, donc fixer sur le tissu, détruire le tissu ou réparer le tissu endommagé. En général, ça s'arrête là. Mais si vous avez un leaky gut et si vous avez donc une allergie de type 3 et avec la production d'IgG anti-alimentaire, vous allez avoir des complexes humains circulants qui vont se coller aussi sur ces tissus et bien sûr vont attirer des granulocytes qui vont le détruire. Mais au lieu que l'inflammation ici s'arrête, bon, elle va être continue parce qu'en permanence, vous allez avoir des complexes humains circulants qui vont se poser sur ces tissus et qui vont être détruits en permanence. Donc voilà, si vous avez un terrain, surtout au niveau intestinal, qui est plutôt dirigé vers TH17, vous allez avoir des réactions immunitaires régulières contre les aliments. Si par contre, c'est plutôt le Treg et TH3 qui priment,
vous allez développer une autotolérance avec libération d'IL-10, TGF-bêta, et donc vous allez aussi avoir donc une tolérance orale alimentaire. Donc, c'est important de garder un équilibre TH17-Treg au niveau de l'intestin pour justement éviter des réactions alimentaires néfastes. Mais ça ne s'arrête pas au gluten. Donc, il y a d'autres aliments qui ont aussi donc, des réactions croisées avec des épitopes tissulaires. Donc, par exemple, l'arachide, il y a 4 épitopes tissulaires, l'œuf 16, blé 15, lait de vache 14, le maïs 10 et le soja 10. Levure de boulangerie, par exemple, elle a été caractérisée dans le syndrome d'antiphospholipides, le lupus érythémateux, le diabète, la polyarthrite rhumatoïde, le syndrome de Sjögren, les œufs dans la polyarthrite rhumatoïde, le lait de vache sur les îlots du pancréas humain, donc diabète type 1, dans la sclérose en plaques et aussi dans les uvites. Les épinards, les tomates, probablement on n'y pensait pas parce que c'est quand même des aliments préférés de certains nutritionnistes, mais on peut avoir donc des uvéites, des astrocytopathies auto-immunes à cause de ça, et bien sûr le candida albicans, des urticaires, de l'asthme, maladie de Crohn et le psoriasis. Et pour finir, on a encore le Covid, le SARS-CoV-2. Et là, donc, vous voyez des réactions croisées des anticorps contre le nucléus, donc la nucléoprotéine du virus, avec des tissus humains. Et là, on voit quand même que, par exemple, il y a une réaction importante contre les récepteurs d'insuline, contre les mitochondries. Encore une fois, le GAT65. Donc, on peut estimer qu'effectivement, dans le futur, on va trouver plus de cas de diabète à cause des infections du Covid. Ici, des réactions avec le spike protéine, donc la protéine qui est utilisée dans les vaccins RNA. Et là, encore une fois, une réaction quand même très importante pour le GAT65. Pour les filaments de neurones, donc très importante réaction croisée. Ces filaments de neurones, donc, ils sont responsables de la conduite des nerfs, en fait, et de la vitesse de transmission, donc, et aussi des mitochondries. Donc, ces réactions-là peuvent donc effectivement être à la source de faiblesse suite à des vaccinations, par exemple. Et finalement, donc, la protéine de membrane du virus, elle a encore une fois une grande influence sur les NFP, donc les filaments neuronaux, les mitochondries, et aussi bien sûr sur les insulines et d'autres. Donc, et tout ça peut être une des raisons pour laquelle les gens donc ressentent une telle faiblesse après des infections ou des vaccinations contre le Covid. Mais c'est pas que les tissus humains qui soient touchés, mais aussi des aliments. Donc on voit que surtout le spike protéine, donc maintenant c'est un exemple du spike protéine à nouveau, donc du vaccin, qui a des réactions quand même aussi considérables, jusqu'à 35% contre par exemple le soja, contre des amandes, contre la caséine, et ainsi de suite. Donc, ça se peut qu'on va trouver plus de réactions dans le futur pour les sujets, surtout vaccinés, contre certains aliments. Et bien sûr, dans ce cas-là, on le recommande de ne plus les consommer. Venons aux études. Donc, on a fait une étude préliminaire, une étude pilote pour l'asthme. Donc, dans ce cas-là, donc, on a eu 6 patients qui présentaient de l'asthme pendant plusieurs années. Donc, dans le premier cas, donc, pendant 20 à 30 années, nombreuses années. Donc, ils étaient tous, c'était pas des nouveaux, donc, mais tous des gens qui étaient atteints et suivis donc avec des médicaments pour l'asthme. Donc, on a fait 3 semaines d'observation après le changement du régime. Les médicaments n'ont pas été modifiés. Et donc, au début, donc,
Bon, en fait, tous les patients nous affirmaient que les symptômes se sont améliorés. Aucun patient n'a eu des effets secondaires. Les patients 1 et 6 ne se sont plus réveillés la nuit, donc après une semaine, et la numération moyenne des leucocytes donc, a diminué de 10%. Donc, ça veut dire qu'effectivement, donc, on a vu une diminution du syndrome inflammatoire. On a demandé s'il utilisait du SABA, c'est des antagonistes, des bêta-antagonistes. À partir de la semaine 2, aucun des sujets n'en a plus utilisé. Il devrait donc nous dire s'il y a une amélioration faible, modérée ou forte. Et donc, au bout de, effectivement, 2 semaines, encore une fois, la plus grande majorité donc, nous a dit qu'il y avait une forte amélioration. Respiration siphonne récurrente. Encore une fois, au bout de 2 semaines, pratiquement tout a disparu. Après 3 semaines, aucun patient ne souffrait de ce symptôme. Problème récurrent de respirer. À nouveau, après 3 semaines, quasiment tous les patients nous ont dit qu'il n'y avait plus de problème. Au niveau du volume d'expiration par seconde, maximal par seconde, donc on a fait des essais avant l'utilisation du bronchodilateur et après. Et donc là, vous voyez l'évolution de T0, donc c'est au début du régime, et T3, c'est la fin du régime. Et donc, vous voyez une nette augmentation par semaine du volume expiré, et encore plus au niveau après donc le bronchodilateur. Donc là, il y a quand même jusqu'à 700 000 litres de différence entre T0 et T3. Donc, ça veut dire que l'application du médicament était beaucoup plus effective qu'avant. Et là, vous voyez les patients un par un. Donc, bleu, c'est le début de l'étude, et la jaune, c'est la fin de l'étude. Donc, vous voyez que dans tous les patients, donc, on a eu une augmentation significative du volume expiré. Donc, les symptômes se sont améliorés chez tous les patients, prenant le changement du régime Immupro. Le VMS initial a été amélioré de 20% en 3 semaines, et la différence du VMS avant et après l'application du bronchodilateur a augmenté de plus de 100% en 3 semaines. Donc, Immupro améliore la capacité pulmonaire, améliore l'effet du médicament, et donc améliore aussi donc les symptômes du MPOC. La maladie de Crohn, donc là, on a des études qui montrent que nous avons donc des améliorations significatives dans cette pathologie, mais l'étude que je vais vous montrer ici, c'est un peu l'inverse. Donc, c'était une gastro-entérologue, une professeure en Turquie, qui avait soigné pendant 2 ans des gens avec du Crohn, avec Immupro, avec des résultats fantastiques. Et elle se posait la question que si maintenant, avec des gens qui se sont stabilisés, qui n'ont plus de problèmes depuis 1 an, qu'est-ce qui se passerait si elle leur donnerait des aliments qui seraient encore IgG positifs? Et donc, je dis, OK, bon, si vous en trouvez des sujets volontairement, et elle en a trouvé 8 en total. Et donc, elle a refait un test d'IgG pour vérifier quel aliment soit encore positif. Et donc, elle a fait une provocation de 3 jours avec 3 aliments IgG positifs et 3 additifs alimentaires IgG positifs. À gauche, vous voyez donc la concentration de la calprotectine fécale. En fait, la calprotectine, c'est un des meilleurs marqueurs d'inflammation au niveau de l'intestin. Et là, vous voyez que les colonnes bleues donc sont les valeurs avant provocation, et les colonnes rouges sont 3 jours après provocation, et vous voyez donc une nette augmentation de la calprotectine, donc un net signe d'installation d'une réaction inflammatoire au niveau de l'intestin après seulement 3 jours de 3 aliments IgG positifs. Et à droite, vous voyez le pourcentage, donc ça va jusqu'à 300% d'augmentation de la calprotectine dans 3 jours au niveau des selles. Donc, ça prouve qu'effectivement, les aliments IgG alimentaires peuvent
créer ou réamorcer donc l'apparition de symptômes ou l'installation de la maladie dans des personnes prédestinées. Elle a aussi regardé le Crohn's Disease Activity Index de BEST. Et là aussi, donc, vous voyez les colonnes rouges qui sont nettement plus élevées, significativement plus élevées qu'au début de l'étude. Et aussi, donc, des symptômes additionnels, donc, comme nausées, distorsion abdominale, douleur abdominale ou faiblesse, qui n'étaient pas présentes au début, donc en bleu. Il y a juste un patient qui avait un peu de problème, sinon aucun des patients montrait ces symptômes, tandis que quasiment tous ont développé les symptômes après 3 ou 6 jours de provocation. La maladie Hashimoto, et là, je dis un grand merci au docteur Roger Mussy qui a fait des études, beaucoup d'études sur cette maladie et qui a suivi pas mal de patients et a eu des résultats énormes, comme celui-ci par exemple. Donc, c'est un cas de Hashimoto qui a été diagnostiqué il y a 15 ans. L'homologue, il était très content parce qu'elle présentait une TSH à 0,55, donc très bien. Mais il n'a pas regardé les anti-TPO. Les anti-TPO, il était à 2509. Il faut savoir que la limite, je pense, c'est 40 quelque chose. Donc, elle était nettement, elle était très, très, très élevée. Et surtout, la femme avait toujours les problèmes. Donc, elle avait des problèmes digestifs, elle avait de la migraine, de la fatigue, raideur, impossible de croiser les jambes, des yeux gonflés. Et elle était donc sous traitement de lévothyrox 100 mg par jour. Comme je vous ai dit, l'hormonologue son médecin traitant était très content, mais le docteur Mussy, il était très, très mal content. Donc, il a proposé un test IMUPRO, et la dame l'a bien suivi. Et après quasiment un mois, donc après élimination des éléments IgG positifs, il n'y avait aucun symptôme. Et en mars, quand il a revu la patiente, donc on avait même vu une diminution de la TSH, c'est-à-dire que la thyroïde elle-même a recommencé à travailler, et on aurait pu donc diminuer un petit peu la dose du lévothyrox. Mais ce qui était flagrant, c'était la diminution dramatique de 90% du taux d'anti-TPO. Donc, et ça prouve ce que j'avais dit auparavant, vu que la patiente n'a plus consommé les aliments qui étaient IgG positifs, qui étaient pro-inflammatoires, la thyroïde n'a plus été attaquée. Et donc, et la TPO intracellulaire n'a plus été relâchée dans la circulation sanguine. Et du coup, donc, les anticorps anti-TPO ont baissé dramatiquement, tout en ne causant aucun symptôme. Donc, là, on voit que cette patiente, en fait, quand elle était malade pendant 15 ans et elle aurait pu être guérie dès le début parce qu'on avait déjà donc l'IMUPRO au marché il y a 20 ans. Donc, si cette patiente aurait pu faire le test avant, elle n'aurait pas été en souffrance pendant les dernières 15 années. Un autre, c'est un cas qui a été diagnostiqué en mars 2016, donc très récent, puisque le docteur Mussy l'a rencontré en septembre. Et donc là, il y avait encore une TSH relativement élevée, déjà des anticorps très hauts. Elle était sur un traitement urothyral de 50 mg. Donc, le docteur Mussy avait changé, si je me rappelle bien aussi, le traitement parce qu'il y avait un problème avec ce médicament, donc il a changé. Et puis donc, la TSH s'est installée dans une zone normale, mais les anticorps ont quand même n'ont pas cessé d'augmenter et les symptômes persistaient. Donc, à nouveau, une TSH bonne, mais symptômes persistants, augmentation des anti-TPO. En novembre, on avait fait un test d'IMUPRO. Les symptômes ont disparu avec suppression des aliments IgG positifs quasiment immédiatement. Et voilà, en février, donc 3 mois plus tard, la TSH toujours bonne, mais une chute de 60% des anti-TPO. Les anti-TG restaient un petit peu élevés,
mais en avril et en juin, donc toujours aucun symptôme et complètement normalisation complète des anti-TPO et aussi des anti-TG. Donc à nouveau, donc, on voit que la maîtrise de l'Hashimoto est tout à fait possible et ceci, je peux le dire, c'est pour quasiment toutes les maladies auto-immunes. Donc ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de guérison. En tout cas, on peut freiner, voire arrêter la progression si on change son alimentation. Un autre cas de mon collègue Dr Eric Kiner, médecin généraliste et spécialiste en TCM, qui pratique actuellement en Suisse. Là, donc, encore une fois, un sujet qui présentait une psoriasis pendant plus de 15 ans. Parfois parce que toute la zone du corps était affectée, de nombreux traitements, crème de goudron, propionate de clobetasol, crème hydrophile, cortisone, blablabla, donc énormément de traitements, mais jamais d'amélioration durable. Et la recommandation du spécialiste était un traitement chimique. Donc c'est là où il a eu peur et il a eu la chance de contacter le docteur Kiner qui lui a proposé de faire un test ImmuPro. Bon, là, c'est son histoire, j'en passe. Ce qui est important, c'est qu'après donc 3 à 4 semaines de régime sans IgG alimentaire, donc sans aliments IgG positifs, une adhérence stricte au changement alimentaire, il y avait une amélioration considérable déjà après 3 à 4 semaines et une guérison complète après 6 semaines. Donc, il n'y a pas de traitement supplémentaire nécessaire. Et depuis, donc, il consulte toujours. Il n'y avait pas eu de rechute depuis 2015. Donc, encore une fois, c'est tout à fait traitable si on le fait de façon correcte. Donc, mes expériences personnelles, c'est tout à fait dans le même sens. Donc, le lupus érythomateux, donc on a vu des améliorations significatives. Diminution des anticorps antinucléaires dans 6 mois, amélioration significative et rapide chez l'Hashimoto, encore une fois, diminution des valeurs anti-TPO dans 6 mois, colite ulcéreuse, maladie de Crohn, amélioration très rapide et durable, donc on est compliant à notre régime. Remise complète de l'asthme, on a vu ça. Donc, j'ai des membres de famille qui étaient atteints de l'asthme et après changement alimentaire depuis 20 ans, il n'y a aucun signe d'asthme. Et aussi donc rémission complète de psoriasis. Voilà, qu'est-ce qu'on vous propose comme test? On a 6 panels différents, donc ça commence avec 22 aliments, 44 aliments, 90 aliments sur un panel végétarien, 180 sur un ImmuPro base, plus et l'ImmuPro complet, donc contient 270 aliments. Donc, c'est important Bon, bien sûr, il y a une différence, donc il y a une différence entre les aliments testés et aussi, bien sûr, au niveau du prix. Moi, je pense que un ImmuPro de base peut être déjà très, très bénéfique, vu qu'il regroupe les 90 aliments les plus consommés et les plus souvent positifs. Donc déjà, avec un panel de base, on peut travailler de façon très, très convenable. L'avantage de l'ImmuPro complet, c'est qu'on a effectivement une image sur quasiment tous les aliments qu'on est destiné à consommer dans sa vie. Et ici, les résultats vous donnent bien sûr les aliments à éviter, mais aussi les aliments que vous pouvez consommer en toute sécurité. Donc ça, c'est le grand avantage de l'ImmuPro complet, qu'on peut bâtir une alimentation absolument correcte selon son profil. Les résultats se présentent comme ci. Donc, on a des valeurs de référence spécifiques établies pour chaque aliment et selon les critères IVDR. Donc, peut-être ça ne vous dit pas grand-chose, mais IVDR, c'est la nouvelle norme pour les analyses cliniques au labo, qui aurait dû être mise en place en mai de l'année dernière. Mais puisqu'il n'y avait pas d'auditeurs, puisque les compagnies ne suivaient pas et ne pouvaient pas donc accréditer leurs tests, ça a été reporté à 2027. Mais nous, avec ImmuPro, donc on a tout fait pour être prêt en mai, et on est prêt en mai. Et donc, on a maintenant un réactif qui répond aux critères IVDR.
Donc, vous voyez ici donc, la valeur qui a été testée en IgG, donc la valeur réelle mesurée, et puis une classification de niveau. Donc, vert veut dire aliment est autorisé, il est en dessous du seuil. Aliment jaune, c'est un aliment à éviter, ça veut dire c'est élevé mais pas trop élevé, et aliment à éviter en rouge, c'est donc des aliments qui effectivement sont très très élevés. En général, on ne fait pas beaucoup de différence entre aliments à éviter, donc en jaune et rouge, parce que si c'est positif, c'est positif. Donc, on a des cas où on a trouvé des réactions relativement faibles, positives mais faibles, mais avec des réactions quand même très néfastes. Et moi, honnêtement, je suis même touché. Donc, j'ai un gluten qui est à 14 ou à 15. Vous voyez, la barre est à... Non, pardon, est à 29 et la barre est à 17. Et donc, là, j'ai vraiment du mal quand je mange du gluten. Donc, ce que je veux dire, c'est que la concentration elle-même n'est pas en lien direct avec l'intensité du symptôme. Donc, si c'est positif et c'est à éviter. Ça, c'est le message. Le concept, donc on a le test, mais j'avais dit auparavant qu'on a aussi un concept, et donc c'est un concept de suivi après test. Et donc, on a une phase d'élimination. C'est-à-dire les aliments testés positifs doivent être éliminés de façon stricte, jaune et rouge, pendant 5 à 8 semaines. Dans toutes les études qu'on a faites, on a vu que si le problème est causé par des aliments, donc on voit une amélioration significative à ce moment-là, bien que les IgG ne sont pas encore partis, donc ils sont toujours là. Et c'est là où on va faire une phase de provocation. Donc à ce moment-là, donc vous êtes très très sensible et vous allez sentir immédiatement donc si un aliment est un aliment déclencheur. Et donc ça se passe de façon suivante. Donc vous allez introduire un aliment pendant un jour et vous allez observer pendant 3 jours. Donc, vous allez garder votre rotation qui est en place. Et au bout de 3 jours, si pas de symptômes sont réapparus ou s'il n'y a pas eu une augmentation du poids de plus d'1 kilo, 1,5 kg d'un lendemain à l'autre, cet aliment n'est pas un déclencheur. Bon, pourquoi le poids? Parce qu'avec chaque réaction inflammatoire, vous allez avoir une rétention d'eau que vous allez mesurer sur la balance le lendemain. Et donc, si ni l'un ni l'autre est positif, donc vous pouvez le réintroduire après en rotation. Donc, c'est dans la phase de stabilisation. Si vous avez déclaré un aliment déclencheur, bon, il faut au moins l'éviter pendant 1 an et tout le reste peut être consommé en rotation. La provocation a l'avantage d'identifier les aliments déclencheurs. On peut associer un symptôme à un aliment parce que ce n'est pas toujours chaque aliment qui cause les mêmes symptômes chez un sujet, donc c'est très intéressant à voir. On peut se concentrer sur les aliments déclencheurs, donc ça limite les aliments à éviter à long terme qui augmentent la compliance du patient. Donc, en résumé, pour les maladies auto-immunes, on a une prédisposition génétique. On peut la diagnostiquer avec un typage HLA. Des causes initiales peuvent être des infections, donc des infections silencieuses comme la maladie de Lyme, le CMV, l'EBV, le rotavirus, le chlamydia, les mycoplasmes. Là aussi, donc, on peut faire des tests sérologiques pour voir si on est atteint ou non. Le leaky gut, la dysbiose, là, il y a l'assainissement de l'intestin. Encore une fois, avec un test IMIPRO et élimination des aliments pro-inflammatoires et avec l'aide de certains probiotiques, par exemple, vous pouvez donc arriver à assainir votre intestin. C'est important de garder un équilibre, donc TH17-TIREG. Ceci, encore une fois, avec des aliments non inflammatoires, avec manger peu de sel et avec de la microimmunothérapie, on peut y arriver. Bon, identifier les aliments hypersensibles, donc c'est-à-dire un test IMIPRO et éviter les aliments. Et les anticorps, en fait, il faut les utiliser comme marqueurs, surtout comme marqueurs de suivi pour documenter donc l'amélioration au niveau des anticorps.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si mon intervention vous a créé de l'intérêt, je vous invite donc à consulter nos sites emipro.fr ou pôlenutritionsanté.fr. Si vous voulez plus de renseignements, envoyez-nous un email à contact@pôlenutritionsanté.fr. Et voilà, donc juste pour vous dire que le 27 avril, on aura un webinaire où on va donc détailler tout le concept d'IMIPRO, la marche à suivre, comment suivre les patients, comment faire les tests, comment les interpréter et tout ça. Si vous voulez participer, envoyez-nous un petit email à contact et vous serez invité. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Liners, pour toutes ces explications et ces données aussi au niveau des études scientifiques qui rendaient les cas beaucoup plus concrets et les explications sur IMUPRO. Vous allez pouvoir reprendre la parole dans quelques instants pour les questions-réponses. Juste auparavant, je voulais faire un petit point sur l'outil Compliment Pro, tout simplement parce que comme on disait au départ, donc ce webinaire est fait en association entre IMUPRO et donc Compliment Pro. Pour ceux qui ne connaissent pas encore en fait l'outil Compliment Pro, c'est voilà. C'est tout simplement une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir recommander des compléments alimentaires de manière très très simple pour vos patients et ensuite eux reçoivent tout en une fois, ce qui simplifie également pour eux la prise des compléments alimentaires. Donc les 3 points importants, ça va être un large choix de compléments alimentaires avec différents laboratoires. Ça va être le fait de pouvoir recommander de manière très simple et donc de créer des cures personnalisées pour vos patients en associant différents labos si vous le souhaitez. Et ensuite, via divers outils qu'on vous propose sur Compliment Pro, vous allez pouvoir améliorer donc l'adhésion à vos recommandations. Donc, ma collègue va vous partager le lien pour vous inscrire. Donc, c'est entièrement gratuit sur l'outil Compliment Pro. Et pendant ce temps-là, moi, je vais juste vous faire une très rapide démonstration parce que ce sera toujours plus concret de comment faire une recommandation donc pour vos patients. Donc, vous accédez à votre compte sur lequel vous allez avoir donc ces différents outils dont je vous parlais. Donc, typiquement, vous avez un catalogue produit avec votre liste de produits favoris que vous avez pu préenregistrer. Vous avez tous vos petits fichiers patients avec des notes que vous pouvez prendre pendant les anamnèses, des questionnaires que vous pouvez envoyer à vos patients, tout un tableau de gain aussi. Vous allez pouvoir suivre un petit peu les recommandations. Mais ce qui nous intéressera le plus, là, c'est pour une recommandation. Donc, vous créez une recommandation pour votre patient. Vous sélectionnez tout simplement le patient à qui vous souhaitez envoyer une cure personnalisée de compléments alimentaires. Ici, vous avez accès donc au catalogue, au très large catalogue. Aujourd'hui, on a plus de 300 références sur l'outil, donc de différents labos. Vous pouvez voir les labos qui sont présents ici, par exemple. Vous pouvez filtrer tous ces produits, par exemple, si vous souhaitez qu'un ingrédient apparaisse ou si vous ne souhaitez pas voir apparaître un ingrédient, vous pouvez filtrer le catalogue de cette manière. Et donc, ensuite, vous allez donc sélectionner les produits à ajouter. Donc, pour l'exemple, je vais ajouter 2 produits. Vous allez pouvoir ensuite donner des instructions de prise pour votre patient, les augmenter, le nombre de gélules à prendre par jour, diminuer. Les indications qui sont données seront toujours celles qui sont données par les laboratoires, mais vous avez toujours la main mise pour les modifier, comme je le disais. Et ensuite, en cliquant sur « Envoyer », vous pouvez l'enregistrer ou l'envoyer. Si vous cliquez sur « Envoyer », votre patient reçoit directement par SMS et un email avec sa recommandation. Et lui, après, en un clic, il peut passer commande et il reçoit tout ça directement chez lui. Donc, c'est pour ça que je le disais, ça facilite énormément le bon suivi pour le patient. Et pour vous, ça simplifie énormément aussi les recommandations que vous allez pouvoir faire aux patients. Les différents laboratoires, vous pourrez aller voir directement sur l'outil. Les nouveautés qui apparaissent la semaine prochaine, ça va être Metagenics notamment, Nutrienco, Nutergia, mais il y a vraiment beaucoup de laboratoires aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, c'est entièrement gratuit, comme je le disais, et on vous a partagé le lien normalement dans le chat. Et on va pouvoir passer donc aux questions. Je ne sais pas si vous aviez pu regarder un petit peu les questions, Dr Liners. Je vais vous les poser une par une. Oui, s'il vous plaît. Alors, déjà, donc, si je remonte un petit peu. Alors, vous n'avez pas mentionné l'endométriose, qui est également une maladie inflammatoire et qui provoque également des sensibilités alimentaires. Est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites? Est-ce que vous avez connaissance de recherches qui auraient pu être faites entre hypersensibilité alimentaire et endométriose? Oui, absolument. Donc, l'endométriose, on a fait une petite étude
en Allemagne, avec une clinique de fertilisation in vitro. Et donc, du coup, ils ont mis les patients sur un régime ImmuPro pendant 9 mois. Et après 9 mois, 35% des femmes sont devenues enceintes sans intervention in vitro. Avec le syndrome comment ça, polycystic ovarian syndrome, donc désolé, mais je ne trouve pas le nom en français. Donc là, on a même un taux de réussite de plus de 60%, parce que celui, il est plutôt lié à l'insuline, et et avec ImmuPro, on a un effet immédiat sur les récepteurs d'insuline et le taux d'insuline, du fait que là, on va encore beaucoup plus. Mais effectivement, donc, pour l'endométriose, on a des taux de succès de 30%. Ok, très bien. Donc, quand on parle des régimes d'exclusion, est-ce que le retrait de l'aliment, il est définitif? Et ensuite, à quel moment est-ce qu'il y a un âge pour envisager de réintroduire l'aliment? Oui. Euh, Bon, il y aura des aliments qui vont être retirés dans le reste de la vie. Donc, ça dépend. Donc, d'abord, il faut savoir la cinétique des anticorps, ça vous prend environ 6 à 9 mois pour les éliminer. Donc, c'est une des raisons pourquoi on dit, voilà, vous essayez de retirer l'aliment déclencheur pendant 1 an. À côté, il y a les cellules mémoire. Les cellules mémoire, c'est-à-dire c'est les cellules lymphocytaires mémoire qui ont donc la mémoire que tel et tel agresseur doit être attaqué. Et donc, s'il est en contact à nouveau avec cet aliment, ben, il va recommencer à produire des anticorps. Donc, et on estime que ces cellules ont une vie de 2 ans. Donc, au bout de 2 ans, si vous arrivez à éliminer l'aliment de plus de 2 ans, en général, vous pouvez le reconsommer à nouveau. Tout dépend bien sûr aussi de votre perméabilité intestinale. Donc, si vous travaillez sur votre perméabilité intestinale, vous la rétablissez, ça peut aller plus vite. Le problème avec les aliments où j'ai dit c'est à vie, sont des aliments qui ont des réactions croisées, par exemple avec des virus. Donc, ça se peut que vous n'arrivez pas à faire descendre certains anticorps. Par exemple, on a vu le cas avec le gluten et le rotavirus. Donc, si vous avez été atteint du rotavirus ou vacciné contre le rotavirus, ça se peut que le gluten restera toujours positif, même si vous n'en consommez pas. Mais en général, c'est à partir de 9 mois où il n'y a plus d'anticorps. Et si vous avez bien travaillé sur votre intestin et si vous gardez la rotation après, vous pouvez réintroduire plus ou moins après 1 an sans problème. D'accord, très bien. Et s'il y a eu plusieurs aliments de retrait de l'alimentation, on fait sans doute un par un, on réintègre pas tous les aliments d'un coup. Si. Il faut Possible. enlever les aliments d'un coup parce que sinon, vous n'arrivez pas à baisser la réaction inflammatoire. Donc, Mhm. et si vous en avez trop, ça arrive qu'on a des patients qui ont 80 réactions, par exemple. Donc, on ne peut pas retirer tout à la même fois. Donc, dans ce cas-là, je vous conseille de faire un tableau avec les aliments que vous consommez plus que 2 fois par semaine et de retirer ceux-là quand ils sont positifs. Et le reste, dont vous n'êtes ce que vous mangez toutes les 2 semaines, c'est pas si grave parce que ce qui vous rend malade, c'est ce que vous consommez régulièrement, donc plus que 2 fois par semaine. Et donc, il faut Mhm. se concentrer alors sur ces aliments-là et le reste en rotation. Très bien. Ok. Alors, lorsque l'on a des allergies et des inflammations qui sont constantes, comment avoir une prise en charge? Comment savoir quelle prise en charge avoir? Allergie alimentaire ou maladie auto-immune? Je sais pas si la question était très très claire. Si les allergies et l'inflammation elle est constante, Oui, bah, pour la prise en charge, comment ça? elle est constante parce que souvent, quand les patients arrivent, le médecin lui demande, oui, depuis quand vous avez ça? Depuis toujours. Donc, c'est souvent une réponse qu'on reçoit. Et là, donc, c'est simple, il faut faire le test, il faut voir quels sont les aliments et il faut les retirer. Et en les retirant, on va diminuer l'inflammation, on a même un effet positif sur les allergies classiques. Bon, ce n'est pas quelque chose qu'on met en avant, mais c'est un petit peu, comme je l'ai dit, si on doit se battre sur plusieurs fronts, eh ben, on va perdre sur l'un ou l'autre.
Et c'est la même chose avec l'allergie. Donc, si vous chargez votre système immunitaire en permanence avec des choses inutiles, ben, ils ne vont pas avoir la capacité de se battre contre les allergènes, dites pollen par exemple, ou d'autres allergies. Donc, mais si vous avez une allergie type 1 contre un aliment, là, c'est différent. Donc, là, il faut effectivement l'éviter. Mais là, vous l'évitez de toute façon parce que sinon, vous avez des problèmes énormes. Donc, mais ce n'est pas à ça que nous nous intéressons, c'est surtout aux inflammations chroniques. D'accord. Que pensez-vous du régime Signalet avec les pathologies auto-immunes, donc l'alimentation hypotoxique? Oui, ben, le régime signalé donc, est certainement valable et certainement va avoir des bonnes conséquences. Pourquoi? Ben, parce que surtout, il élimine le lait de vache et il élimine le gluten. Donc, c'est effectivement les aliments les plus importants, mais ce n'est pas les seuls. Donc, je pense que le régime signalé, c'est un bon pas dans la bonne direction, mais il a ses limites vu la restriction quand même relativement simple et surtout elle n'est pas personnalisée. Donc là, ça c'est l'avantage du test d'IMUPRO, c'est à 100% personnalisé, c'est-à-dire on peut vous guider vers une alimentation tout à fait individualisée et ça se peut que certains aliments qui sont à éviter dans le régime signalé ne sont pas nécessaires à éviter. Donc, parce que vous n'avez pas mais dans le temps, ces signalés n'avaient pas d'autres moyens. Les tests n'étaient pas encore fiables ou disponibles. Et donc, oui, c'est une bonne démarche, mais elle a ses limites. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des résultats également sur le vitiligo? Oui, on en a aussi. On en a un peu moins, peut-être, parce que ce n'est pas quelque chose que les gens associent directement, ou les médecins associent à l'alimentation, mais oui, on en a. Oui. D'accord. Donc ça, on vient d'y répondre, hein. Les aliments à éviter sont-ils spécifiques pour chaque maladie ou sont-ils individuels? Vous Non, avez sont un petit peu individuels. répondu. Donc, bon, il y a certainement des aliments qui sont plus spécifiques pour l'une ou l'autre chose, mais comme je vous l'avais essayé d'expliquer, bon, disons comme ça, quand il y a une antigène mimicry, hein, je dis donc, si l'anticorps contre un aliment reconnaît un tissu spécifique, il y a une corrélation entre l'aliment et la maladie. Mais si on a l'autre cas de figure où il y a le dépôt d'anticorps, de complexes humains circulants, ce n'est pas lié à l'aliment, mais c'est lié au complexe humain qui va s'attacher à un tissu sensibilisé. Donc, ça se peut que pour l'un, c'est la levure, pour l'autre, c'est la pomme, pour un autre, c'est les œufs. Donc, vous voyez, donc, dans ce cas-là, c'est pas lié à l'aliment, mais au complexe humain, tandis que s'il y a l'antigène mimicry, là, c'est plutôt lié à l'aliment lui-même. D'accord, très bien. Alors, on a une question concernant l'allaitement. Avez-vous un avis ou une expérience pour ce qui est de l'allaitement maternel, ce qui passe dans le lait? Si, par exemple, il y a une allergie de type 3 aux produits laitiers pour un bébé, est-ce que ça pourrait être déclenché si sa maman consomme et allaite par la suite? Oui, très bonne question. Oui, effectivement. Mais en plus, chez les nouveau-nés, il faut savoir qu'ils héritent tous les anticorps de la mère. Donc, ils n'héritent pas les IgE, mais ils héritent les IgG. Donc, c'est-à-dire, si la mère est intolérante ou hypersensible à des taux élevés d'IgG contre certains aliments, le bébé va aussi l'avoir. Et donc, et c'est aussi la raison pour laquelle on dit, par exemple, et après 6 mois, ces anticorps vont commencer à disparaître, et après 1 an, l'enfant va avoir ses propres anticorps. Souvent, ce sont les mêmes. Donc, on a fait des analyses dans les familles et on voit que l'enfant et la mère, c'est à 90% le même profil. Le père ne joue pas de rôle du tout. Donc, là, il n'y a aucun problème. Et on dit aussi que, parce qu'il y a une fenêtre de sensibilité réduite entre 6 mois et 1 an. Et dans ce cas-là, ou même avant, on dit on va tester la mère parce que là, on a des taux d'anticorps qui sont bien stables et bien prononcés. Et on adapte le régime de l'enfant selon ce profil-là, parce que de toute façon, il est identique. Et D'accord.
Et voilà, et de l'allaitement, bon, dans l'allaitement, il y a aussi des anticorps qui sont transmises, mais en fait, ça ne joue pas tellement parce que l'enfant l'a déjà dans son sang parce qu'il l'a hérité de sa mère. D'accord, ok, très clair. On a une question concernant aussi donc, les tests IMUPRO pour des aliments qui sont culturellement différents et qui ne sont pas testés dans IMUPRO complet. Donc, notamment, là, l'exemple, c'était sur des aliments tropicaux, asiatiques, etc. Est-ce qu'il existe des tables d'aliments sur des intolérances croisées? C'était la Oui, oui, question. bien sûr, on a des tables sur cela. Et d'ailleurs, on va faire un webinaire consacré sur les réactions croisées dans le prochain mois. Et oui, ça existe. Mais, mais tous ces tableaux-là, ils ne sont jamais à 100%, ils ne sont jamais complets parce qu'on s'aperçoit à nouveau que bon, oui, c'est ceci et cela qui fait des réactions croisées. En fait, le conseil qu'on fait, c'est que vous le traitez comme étant IgG positif, vous l'éliminez pendant 5 à 8 semaines. Après, pendant ces 5 à 8 semaines, de toute façon, votre corps ça sera, disons, rétabli. Donc, il va être, vous êtes débarrassé de vos symptômes. Vous avez un teint de sensibilité très élevé parce que ce qui était de votre des problèmes journaliers, donc ils n'y sont plus. Donc, si par exemple, vous auriez de la migraine et elle est disparue, si vous mangez quelque chose qui vous crée de la migraine, vous allez la ressentir beaucoup plus forte. Parce que maintenant, vous savez comment on se sent quand on se sent mieux. Et donc, la différence entre se sentir bien et mal est plus grande. Donc, on va la remarquer très, très sensiblement. Et donc, si vous avez un aliment pareil qui n'a pas été testé, alors vous allez l'introduire en provocation et vous allez observer les réactions. S'il n'y a pas de rétention d'eau, s'il n'y a pas de symptômes qui réapparaissent, ça veut dire que l'aliment est sain et sauf. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez la consommer normalement. Ok, C'est merci. un test en fait clinique qu'on fait. D'accord. Il y avait des questions aussi sur où est-ce que les tests IMUPRO sont disponibles et est-ce qu'ils sont remboursés? Et aussi une question sur est-ce que c'est disponible sur Compliment Pro? Ils le seront, ils ne le sont pas encore, mais ils seront disponibles sur Compliment Pro. Et sinon, je vous laisse développer éventuellement pour le côté remboursé et le côté où est-ce qu'ils sont disponibles, comment se les procurer. Elles sont disponibles soit chez le médecin traitant qui en utilise, ou sinon vous pouvez contacter donc nos collègues à Lyon sur Pôle Nutrition Santé qui peuvent soit vous guider chez des thérapeutes ou vous envoyer des kits de prélèvement. Non, jusqu'à présent, ils ne sont pas remboursés et je ne pense pas qu'ils seront remboursés non plus. Bon, après, on a des questions, c'est vraiment sur des cas plus spécifiques, hein, donc c'est des cas patients beaucoup plus détaillés. J'essaie de voir s'il y a des questions plus générales qui pourraient réellement servir à tout le monde, tout le monde. Est-ce que vous aviez vu d'autres questions, vous, auxquelles vous souhaitiez répondre? Bon, il faut que je regarde là. Comment accéder à test bon, là, on parle de levure de boulangerie et lupus. Non, bah, si, en général, donc, quand il n'y a pas d'anticorps contre la levure de boulangerie, donc, il ne pose pas de problème. Donc, il ne devrait pas poser de problème. Parce que si vous avez des anticorps anti-lupus qui sont à des taux élevés, ça va sortir positif aussi contre la levure quand il y a des épitopes communs. Donc, s'il n'y a pas d'épitope commun et pas d'anticorps originaire de la levure de boulangerie, ce sera négatif. Donc, je pense que oui, dans ce cas-là, on pourrait le manger, mais toujours en rotation, donc pas chaque jour. Donc, ça, c'est le plus important. D'accord. Là, il y avait une question aussi au tout départ que j'étais passée dessus. Si les hypersensibilités alimentaires expliquent en grande partie la genèse, le déclenchement ou l'entretien des maladies auto-immunes, tout un champ médical et pharmaceutique, donc les immunosuppresseurs notamment, deviennent obsolètes. Absolument. Bon,
Je n'ai pas dit que l'aliment en soi soit le déclencheur. Ça se peut dans certains cas, si effectivement donc l'épitope auto-humaine est sur l'extérieur du tissu, comme pour le diabète, oui, là, dans ce cas-là, oui. Mais sinon, c'est plutôt euh, un facteur qui maintient ou qui fait progresser la maladie. Donc, et effectivement, donc, oui, si on, parce que les anti, donc, les suppresseurs immunitaires, là, ils servent à baisser le taux d'inflammation, mais ils n'ont aucun effet sur la progression de la maladie. Donc, ils n'arrêtent pas la maladie, ils ne guérissent pas la maladie, tandis que là, donc, on attaque une cause. Peut-être il y en a encore d'autres, mais si vous pouvez déjà limiter une cause ou éliminer une cause, vous allez définitivement donc réduire la progression, voire une amélioration donc du symptôme. Je connais des gens qui ont complètement supprimé les immunosuppresseurs, qui ont pu le faire. Il y en a d'autres qui en utilisent encore spontanément. Tout dépend aussi de la rigueur dont vous éliminez les aliments. Certains aliments sont très difficiles à éliminer, surtout quand vous allez manger à l'extérieur. Donc là, vous êtes quand même courez le danger que vous en retrouvez, même sans le savoir. Donc oui, la réponse est oui. On peut les supprimer ou les diminuer considérablement. D'accord. Et que pensez-vous de tout ce qui va être antihistaminique et DAO? Oui, bon, les antihistaminiques n'ont aucun effet sur les IgG. Donc là, ça, c'est des types allergies de type 1, donc IgE. Là, ils ont leur validité, mais dans les IgG, non. La DAO, c'est autre chose. La DAO, c'est une enzyme qui est située au niveau de l'intestin et qui dégrade l'histamine alimentaire. Et là, effectivement, donc, il y a un certain pourcentage de gens, donc environ 5 à 10% qui ont une déficience complète et 25 à 30% qui ont une déficience partielle de la DAO. Et dans ce cas-là, donc, c'est intéressant, donc, premièrement, faire le test. Donc, on peut aussi faire le dosage de la DAO avec Imipro. Donc, c'est un test qu'on propose. Et s'il s'avère que vous avez une déficience complète, donc dans ce cas-là, oui, la prise de la daosine, par exemple, c'est le complément alimentaire, il est tout à fait recommandé. Et sinon, il faut éviter certaines choses, comme l'alcool, par exemple. Donc, l'alcool est un inhibiteur puissant de la DAO. Donc, si vous n'en avez pas trop et vous buvez beaucoup d'alcool, bah, vous n'en avez plus d'activité et vous allez avoir des symptômes. Donc, le vin rouge, par exemple, c'est un très bel exemple. Donc, parce que là, vous pouvez trouver des taux quand même très élevés d'histamine en associant l'alcool. Donc, si vous buvez une demi-bouteille de vin rouge avec de l'histamine dedans, vous avez une activité déjà un peu réduite, plus l'alcool, vous allez avoir des maux de tête le lendemain, c'est garanti. D'accord, très bien. Bon, allez, encore une ou deux questions. On avait deux questions qui sont passées aussi sur l'acné. Donc, une qui était spécifique à l'acné hormonal et là, juste l'acné. Est-ce que, pareil? Oui, l'acné, et là, on voit par exemple que l'acné, elle est directement liée au gluten, donc c'est la transglutaminase 6 en fait qui est en cause, et là, on a des effets fantastiques. Donc, moi, j'ai eu même une technicienne dans mon labo qui venait chaque jour avec une couche de soufre et tout, donc sur son visage, et je lui ai donné le test gratuitement. 2 semaines après, elle est venue, regardez monsieur, regardez ma peau, elle était toute lisse. Je connais une doctoresse à Turquie, donc elle était jeune à l'époque. Elle a fait le test, c'était positif en IgG contre le gluten et elle avait des problèmes d'acné. Donc, toute la semaine, elle évitait le gluten pour avoir une belle peau pour sortir le week-end. Où elle consommait des pizzas ou je ne sais pas quoi, des saloperies, quoi. Mardi, elle avait à nouveau des boutons, mais en général, ça dure 3-4 jours. Donc, pour elle évitait le gluten, et donc pour le week-end, elle avait encore une fois une peau belle, quoi. Très bonne technique. Très bien contre l'acné. Ok.
Est-ce qu'on peut remplacer le lait par une préparation de lait infantile pour les adultes? Il y a une Encore une fois, question. je n'ai pas compris. OK. Est-ce que? Peut-on remplacer le lait par une préparation de lait infantile, donc pour les adultes? Bon, ça sert à rien. Parce que OK, c'est pas bon pour les si c'est à base de lait de vache, ça sert à rien. Donc, c'est même pas bon pour OK. les donc, Très bien. Bah, écoutez, on a répondu à quand même beaucoup de questions, je pense. Je ne sais pas si vous, il y avait d'autres questions auxquelles vous vouliez répondre, avant qu'on ne se quitte? J'en vois une autre vient d'arriver. Mmh. là, on a fait. Qu'est-ce qu'on a encore? Là, il y a une question qui vient d'arriver, puis elle avait déjà été posée 2 fois, par Justine. Est-ce que vous avez connaissance des cas d'œsophagite, éosinophile chez l'enfant? Chez l'enfant, non, mais chez les adultes. Donc, j'ai un copain qui a eu justement ce problème-là, qui était même déjà un peu précancéreux, et on l'a traité donc avec un régime cétonique Mmh. et strictement IgG. Et au bout de 3 mois, donc son gastro qui a fait qu'il a encore une fois, il ne pouvait pas croire l'effet que ça a donné, donc il a été complètement rétabli. Très bien. Alors, est-ce que vous voyez d'autres questions auxquelles vous vouliez Bon, si, répondre? généralement, c'est endométriose, on a eu, les aliments Mmh. évoqués, individuels, non, ça, on a vu. L'acné, on a vu. Vitiligo, on a vu. Là, il y a quelque chose, contenant de l'histamine, le sport. Ah oui, donc là, une qui est quand même intéressante. Suite à une maladie de Lyme, j'ai des anticorps à la limite, donc, mais surtout, j'ai réagi à tous les aliments contenant de l'histamine, au sport et aux douches chaudes. Tachycardie, sensation de... Oui, donc, je pense que ça, effectivement, là, c'est... oui, Imipro peut toujours aider, hein, c'est vrai, mais je pense que dans ce cas-là aussi, donc, c'est effectivement un problème d'histamine, donc la daosine pourrait peut-être faire, ou faire un dosage de la DAO pour voir quelle est la capacité de détoxification d'histamine. Si vous avez des tachycardies, effectivement, encore une fois, c'est souvent, bon, ça peut être lié aux IgG, oui, mais c'est aussi lié à l'histamine. Donc peut-être il y a les deux. Donc il faut travailler sur les deux axes, à mon avis. Très bien. Peut-on considérer la calorie comme marqueur significatif d'existence d'une personne alimentaire chez l'individu, par exemple? Oui, oui, effectivement. Donc, donc est-ce que donc, le dosage de la calprotectine, si c'est élevé, justifie d'orienter vers un test d'Immupro? Bon, la calprotectine montre qu'il y a une inflammation au niveau de l'intestin. Donc, d'abord, ce que je ferais, ce serait une colonoscopie ou une gastroscopie pour voir s'il n'y a pas de tumeur, tout d'abord, parce qu'elle est aussi élevée en cas de tumeur. S'il n'y a pas de tumeur, donc ça veut dire que c'est une réaction inflammatoire fonctionnelle, et donc fonctionnelle veut dire liée aux aliments. Donc, c'est-à-dire effectivement, dans ce cas-là, comme on l'a vu aussi avec la maladie de Crohn, donc si vous avez une calprotectine augmentée, c'est certainement un justificatif pour faire un test d'Immupro et retirer les aliments pro-inflammatoires de l'alimentation. Euh, Vous parlez d'Immupro, est-ce un test pour déterminer des molécules allergènes? Non, c'est pas un remède. Donc, effectivement, c'est un test, mais avec le concept, ça devient un remède. Donc, en retirant les aliments donc, de votre pro-inflammatoire de votre alimentation, vous allez donc avoir aussi un remède qui ne vous coûte rien et qui n'a pas de réaction secondaire. Mais il ne faut pas prendre des pilules ou pas prendre n'importe quoi. Donc, c'est juste éviter certains aliments. Mmh.
Oui, ça, je pense que vous l'aviez bien après réexpliqué à la fin de Ouais. la présentation. Ouais. Je vais te signaler, on a vu. Bon, oui, comme par exemple un côlon irritable qui peut être déclenché par un gros stress. Bon, le stress en soi, c'est une inflammation. Donc, le stress lui-même fait produire des interleukines pro-inflammatoires et crée un terrain pro-inflammatoire au niveau de l'intestin. Donc, ça se peut que, dû à cela, donc et aussi ça crée une perméabilité augmentée, et ça se peut que ce stress va contribuer au développement des hypersensibilités alimentaires. Donc, si le côlon irritable persiste après ce grand stress, oui, dans ce cas-là, ce serait intéressant de faire un test d'IMIPRO pour éliminer justement les aliments en question. Oui, le stress est un facteur déclencheur de certaines maladies auto-immunes et non alimentaires. Oui, bien sûr, le stress, c'est pas bon. Le stress, c'est une réaction inflammatoire du corps, et elle peut donc contribuer à des maladies auto-immunes, mais aussi alimentaires. Et si vous avez une maladie auto-immune, l'alimentation va toujours jouer un rôle important. Donc ça, c'est important à retenir. Oui, tout le monde vous remercie beaucoup pour votre réponse et votre clarté, en tout cas, dans Très le bien. chat. Ben, comment intégrer ensemble le concept de la dysbiose perméabilité-intestinale pour les hypersensibilités alimentaires? Eh ben, merci pour cette question, parce que effectivement, donc on va aborder ce sujet dans les prochains mois. Donc on va donc effectivement proposer un test de microbiote très élargi avec justement donc le couplage avec les hypersensibilités alimentaires. C'est-à-dire qu'après, les conseils vont prendre euh, euh, donc comment dire, vont prendre je trouve pas le nom, merde. Oui, ce sera intégré, donc le résultat du microbiote sera intégré dans les conseils qu'on va donner avec les hypersensibilités alimentaires, c'est-à-dire il y aura des aliments à préférer, il y aura des aliments à éliminer à cause du microbiote, et cela, on va le coupler. Donc, oui, ils vont prendre en compte, maintenant j'ai trouvé le nom, pour justement des deux tests pour donner des conseils personnalisés. Ok, encore plus de tests. Bon, pourquoi retirer l'ail de l'alimentation? Ben, parce que l'ail était positif. Donc, l'ail en soi est considéré comme un aliment très bénéfique, mais si vous avez des anticorps contre l'ail, ben non, c'est plus bénéfique, quoi. Donc, ça crée de l'inflammation. Donc, on ne retire pas des aliments pour des raisons nutritionnelles, mais seulement s'il y a des anticorps contre les aliments ou pas. Ok, très clair, très clair. Bon, on a fait le tour des questions, je pense. On a répondu à une bonne partie. Oui, il y a quand même une autre question. Pourquoi ces tests ne sont pas reconnus en France pour valider des intolérances alimentaires? Donc, deux choses. Les tests sont absolument reconnus, pas pour des intolérances alimentaires, mais des hypersensibilités alimentaires. Ils ne sont pas reconnus pour des allergies classiques, parce qu'effectivement, on n'a rien à faire avec des allergies classiques, on n'a jamais dit. Donc, sinon, les tests sont tout à fait validés. Ils ne sont pas remboursés, mais ça n'est pas une spécificité de la France. Donc, ils ne sont pas ni remboursés au Luxembourg, ni en Allemagne, ni dans d'autres pays. Ils sont remboursés par certaines mutuelles si le médecin le justifie. Donc, il n'y a pas de souci. Mais donc, même au Luxembourg, par exemple, ils font partie des screenings de la maladie de l'environnement. Donc, tout ce qui des gens avec des pathologies chroniques qui consultent des médecins de l'environnement, à chaque fois, ils ont un test alimentaire à faire. Et je peux vous dire, on a eu des trucs énormes.
Donc, par exemple, il y avait juste ce petit cas hein, pour vous dire l'importance. Donc, il y avait une dame qui avait des soucis énormes et donc la médecine de l'environnement a visité la maison. Donc, ils ont pris des échantillons du tapis, du coussin, de tous les tissus du lit et tout ça, du matelas. Ils n'ont rien trouvé. Et puis, donc, on a fait le test d'Imipro. Elle était extrêmement réactive à la lavande. Donc, c'était vraiment, elle était tout au haut niveau. Et donc, bon, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais écoutez, on a des résultats quand même un peu bizarres. Effectivement, du jamais vu. Donc, on a vu des taux élevés avec la lavande, avec des gens du sud de la France qui travaillaient professionnellement avec, mais jamais ici au Luxembourg. Donc, bon, elle dit oui, mais elle aime l'odeur de la lavande. Elle a des petits sachets partout dans sa maison, dans son placard, sous son coussin. Et chaque soir, ah oui, son problème était, elle ne pouvait pas respirer la nuit. Et donc, chaque soir, elle sortait dans son jardin pour prendre de l'air fraîche, mais le jardin était plein de lavande. Et donc, du coup, elle ne pouvait plus respirer là, en soirée. Et donc, je lui ai dit, OK, bon, vous enlevez tout ce que vous avez dans la maison et vous arrachez vos plantes de lavande, c'est dommage, mais il faut le faire. Et au bout de 2 mois, elle dormait comme un rat. Donc, elle n'avait plus de problème de, de respirer et tout. Donc, et là, encore une fois, c'était nos tests qu'il a mis en évidence. Donc, et voilà, et ça, encore une fois, c'est important parce que ce n'est pas tout ce qu'on mange, mais aussi ce qu'on met sur sa peau et ce qu'on inhale, quoi. Donc, par exemple, si vous êtes positif contre le lait de coco ou le lait d'amande, ben, il ne faut pas prendre des cosmétiques qui en contiennent. Mhm. Parce qu'il y a aussi un passage d'antigène par la peau, et on a vu ça chez plusieurs patients. Donc, Ok. voilà, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour, non? Je pense qu'on a fait ouais, quand même pas mal de questions. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à ces questions et pour toute cette présentation qui était très claire. Pour rappel, le replay sera disponible hein, si vous voulez regarder ça à nouveau. Là, il y a quand même encore une Ouais. très. Que pensez-vous d'anticorps antinucléaires mouchetés en permanence à 320 avec un régime sans protéines de lait et sans gluten? Quand vous dites œufs blancs et jaunes d'œufs compris, oui, bien sûr. Donc, bon, dans le test, on peut, dans le grand test, en fait, on peut distinguer faire la distinction entre blanc d'œuf et jaune d'œuf. Comme ça, donc, c'est l'un ou l'autre, ou les deux qu'il faut enlever. Mais en tout cas, dans ce cas-là, je vous recommande fortement donc, de faire un test pour voir quels sont les aliments pro-inflammatoires dans ce cas-ci, et puis les retirer tous et voir comment votre taux d'antinucléaire va progresser. Ok. Merci pour cette dernière réponse. Donc oui, pour rappel, le replay sera disponible. Je vous remercie pour votre temps ce midi. Merci à vous tous d'avoir été présents. Et puis, merci encore, hein, Dr Linas, pour cette présentation très, très claire. Merci. Bel après-midi à tous. Au revoir. Au revoir.